Et nous poursuivons avec un sujet sur la chasse. Nous recevons Humbert Rimbaud, rédacteur en chef de Jour de chasse. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de me recevoir surtout. Alors on vous reçoit sur ce thème de la chasse avec une question bien précise. La chasse finalement, est-ce moral ou pas? Puisque ces derniers temps, alors que longtemps on s'interrogeait sur la façon de légiférer cette activité pour réduire les accidents, pour en même temps en profiter pour peut-être réguler la faune, eh bien aujourd'hui la question qui se pose principalement c'est est-ce bien ou mal de chasser? Alors vous allez nous répondre, Humbert Rimbaud, en tout cas nous donner votre avis. Peut-être qu'on pourrait commencer justement par analyser la façon dont la perception de la chasse a évolué au fil du temps. Alors, ce que je dirais d'abord, c'est que la chasse, contrairement à ce qu'on peut parfaitement de temps en temps entendre, elle est parfaitement légale. Elle est strictement encadrée depuis la grande loi de 1844, qui a été amendée, modifiée, etc., etc. Mais enfin, elle reste là. Donc, contrairement à ce qu'on peut entendre, on ne chasse pas toute l'année et on ne chasse pas toutes les espèces. Voilà. Donc, des espèces, ça dépend des moments, des dates, etc. Voilà. Alors, aujourd'hui, effectivement, depuis, je dirais, maintenant une génération, la chasse est contestée non pas sur sa légalité, mais sur sa légitimité. La chasse serait-elle donc illégitime? C'est-à-dire qu'elle ne serait ni juste, ni équitable. Alors, d'où vient ce mouvement de contestation? Qu'est-ce qu'on entend? Alors, la chasse serait cruelle, elle serait archaïque, elle serait aux antipodes des canons de la modernité. Bref, ça serait une antique barbarie, donc totalement condamnable. Il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas une semaine où nous ne passons pas devant ce que j'appelle le tribunal animaliste. Et je rappellerai ce qu'a dit le mathématicien, brillantissime d'ailleurs, qui s'appelle Cédric Villani. Il dit la chasse, ce n'est pas un bon projet pour l'humanité. Alors, pourquoi finalement elle est si contestée que ça? Parce qu'elle est au carrefour de questions, c'est un sujet mineur, je vous l'accorde, mais elle est au carrefour de questions civilisationnelles et existentielles. En fait, je pose la question pourquoi on ne peut pas vivre autrement aujourd'hui? On n'a jamais parlé autant, j'allais dire, d'inclusivité. Jamais autant. Mm. Et pourtant, jamais la chasse, en tout cas sous nos latitudes, je dis bien sous nos latitudes, parce qu'elle n'est pas contestée en Asie, parce qu'elle n'est pas contestée en Russie, parce qu'elle n'est quasiment pas contestée en Amérique du Nord, et pourtant la chasse sous nos latitudes a jamais autant exclu. En fait, aujourd'hui, on professe, je vais être un peu peut-être brutal, l'intersectionnalité des luttes, en tout cas la gauche et l'ultra-gauche professent l'intersectionnalité des luttes, l'humanité non genrée, le culte de Gaïa, la décroissance. Et c'est qu'en fait, c'est que beaucoup de Français, euh, de peur de ne pas être dans le sens de l'histoire, en tout cas acquiescent consciemment ou inconsciemment à ce discours-là. Ils l'entendent. C'est à bas bruit, quelquefois même un peu plus élevé. Alors, est-ce à dire qu'il faut remettre en cause les lois de la nature? Aux yeux, par exemple, de Villani, il n'est pas acceptable, non pas qu'un animal traque et tue un autre animal, mais qu'un chasseur, qu'un homme puisse, par un acte, je dis bien, très ritualisé, puisse traquer et parfois tuer un animal. C'est une passion, c'est vrai, je l'avoue, quelquefois dévorante, vraiment qui résiste à peu de choses. Et en fait, encore je reviens, elle n'est pas dans les canons de la modernité parce que on veut vivre aujourd'hui dans un monde où il n'y a aucune altérité, aucune différence. Or, la chasse, si vous voulez, elle, euh, elle, si vous voulez, Elle hiérarchise déjà peut-être hiérarchise et puis surtout, aujourd'hui, on veut remettre en cause de tout ce qui est passé et ce qui fut. Or, la chasse est ancrée dans l'histoire, dans l'enracinement, dans le terroir, etc., etc. Elle est aux antipodes je l'ai dit, aux antipodes du modernisme, aux antipodes. Elle parle une langue extrêmement désuète, extrêmement désuète. Il faut que beaucoup de Français sachent qu'ils emploient tous les jours, des mots qui proviennent de la chasse. Aussi bien des mots qui viennent de la chasse à courre, de la vénerie, des mots qui viennent de la fauconnerie.
Ça, c'était parce que la chasse était un prolongement naturel de l'existence. Elle est aux antipodes des valeurs médiatiques montantes, si vous voulez. On ne fait pas de la com, hein. On n'a pas des éléments de langage. Ça, on est encore aux antipodes de ça. Et surtout, elle est totalement ancrée dans le réel. On ne suit d'autres calendriers que celui de la saison. Et puis, c'est une imprégnation dans la nature. Et puis la nature, contrairement à ce qu'on entend, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est ce qu'elle est. Mais il y a une loi immuable dans la nature. C'est tuer ou être tué. Quel que soit... Alors, justement, là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose qui dérange beaucoup notre société et ce monde moderne, c'est la Oui, question de la mort qu'on a essayé d'effacer partout. bien sûr. On a abandonné la religion parce qu'elle rappelait aussi le fait que le passage sur Terre n'était justement qu'un passage. Et donc, ça pose cette question de la mort. Et je pense que ça met mal à l'aise les gens parce que ça leur rappelle aussi leurs propres conditions. C'est vrai qu'il y a un véritable tabou de la mort. Et dans la chasse, la vie et la mort sont intimement liées. Intimement. Ça, on peut pas le nier. Parce qu'en fait, on reproduit, j'allais dire en le sublimant, parce que c'est un art qui est codifié, la prédation. On ne fait que reproduire la prédation. Mais, il y a quand même un mais, c'est que, contrairement à ce que peut penser une partie de l'opinion publique, il y a, si vous voulez, la mort, tuer un animal, et la finalité de la chasse. Elle n'en est pas le but. Je rappellerai ce qu'avait dit Pascal sur la chasse vaut mieux que la prise. D'ailleurs, ce terme-là avait été rappelé avec beaucoup de drôlerie et d'ironie par Fabrice Lucchini dans un de ses spectacles. Et je dirais aussi ce que disait l'immense philosophe espagnol Ortega y Gasset, qui n'était pas chasseur, qui avait dit on ne chasse pas pour tuer, mais on tue parfois pour avoir chassé. Et ça, c'est essentiel. Essentiel. Évidemment, dans tout ce domaine de la vie et de la mort, le chasseur doit avoir une éthique, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement respecter les règles édictées par la loi de 1844 et les autres qui suivent, et n'avoir aucune éthique. Je donne un exemple. Vous pouvez tirer dans les périodes légales le pigeon ramier. Quand il y a ce qu'on appelle des très gros passages, si vous êtes assez adroit, vous pouvez en tuer 5, comme 20 ou 30. Mais à un moment, on se dit, il faut arrêter. Et le chasseur doit être, entre guillemets, raisonnable. Voilà, sur la vie et la mort. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est aussi dans un monde où on nous explique, on nous incite en permanence à ce retour au naturel. Et ça prend parfois d'ailleurs des formes assez curieuses. On va avoir toutes ces gens qui se tournent par exemple vers l'énergie des pierres. On a des séminaires entiers qui vont se passer en forêt pour sentir l'énergie des arbres. Enfin bref, on a ce retour à la nature. On a même cette mode, parce que c'en est une, mais d'essayer de reconsommer bio. C'est généralement bien perçu d'aller prendre son fromage sur le marché, directement auprès du producteur. Et alors là, on se retrouve dans un cas de figure où on a le lien le plus direct possible entre l'animal, la bête qui peut être tuée et donc ensuite qui servira à se nourrir. On pourra garder sa peau, on gardera également probablement ses bois, en l'occurrence pour les cerfs ou autres chevreuils. Et là, par contre, c'est complètement décrié. Alors, comment est-ce que vous percevez, comment vous expliquez ce paradoxe ? Le paradoxe, c'est que entre guillemets, ce qu'on peut appeler les néo-ruraux, qui veulent, entre guillemets, le retour à la nature, la connaissent très très mal. Très très mal. C'est encore la nature, elle est traversée par la vie et la mort à chaque saison. Ça, ils ne l'acceptent pas. Et on est une des rares, espèces humaines qui est imprégnée au plus près de la nature. Voilà, nous on ne veut pas la changer, la nature. Des fois, les néo-ruraux, ils veulent la changer. Ce qu'ils appellent, ils rêvent, j'allais dire, de réensauvagement, etc., mais sans en voir les inconvénients. Voilà, c'est-à-dire qu'ils rêvent, par exemple, du retour du loup partout, mais sans se poser la question, le pourquoi, du comment, etc., etc. Voilà, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire qu'ils veulent tous les avantages d'une vie à la campagne sans en avoir aucun des inconvénients. Ils ne supportent pas le coq qui chante, ils ne supportent pas l'odeur de la bouse des vaches, ils ne supportent pas quand il y a de la boue sur les routes au moment du ramassage des betteraves ou de l'ensilage du maïs, etc. Alors que justement, le chasseur, lui, donc, il accepte tout ça, il apprécie même,
et il arrive à percevoir que tout s'inscrit dans un cycle. Alors il y a bien évidemment le cycle des saisons, mais il y a aussi cet équilibre justement cet équilibre de prédation entre, enfin dans la chaîne alimentaire, avec vous parliez des loups par exemple, les loups qui peuvent réintégrer, mais qui, si ils ne sont pas contrôlés, deviennent une menace par exemple pour les troupeaux d'éleveurs de moutons. On a le sanglier qui, lorsqu'il n'est pas tué, devient une espèce tellement envahissante qu'elle se répand ensuite jusque dans les villes. Et ça, ils ont du mal à l'accepter. Alors, je préciserai une chose, c'est qu'on ne chasse pas pour des besoins alimentaires. On a dépassé ce stade depuis quand même, en tout cas sous nos latitudes, depuis très très longtemps. On ne chasse pas pour le contrôle de la prédation, parce que ce qu'ils appellent la régulation, c'est un terme qu'emploient les écologistes depuis 10 à 15 ans, pour nous enfermer dans un rôle de régulation. Moi, je ne chasse pas pour réguler. On ne chasse pas pour réguler les canards, les faisans, les perdreaux, etc. La régulation peut être, pour certaines espèces, une conséquence de la chasse. Vous parlez du sanglier, effectivement, il y a entre 850 000 et 900 000 sangliers qui sont tués par an. Bon, voilà, c'est énorme par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Le chevreuil, il y en a, les gens ne le savent peut-être pas, il y en a entre 5 et 600 000 qui sont tués par an, puisque on le sait parfaitement, puisque c'est contrôlé par ce qu'on appelle un plan de chasse. Les cervidés, il y en a entre 80 et 90 000 qui sont tués chaque année. Voilà, effectivement. On ne chasse pas pour aménager des espaces. Tout ce qui est aménagement de territoire, c'est une conséquence de la chasse. Ce n'est jamais le but premier. Alors malgré tout, il y a quand même, de la part des chasseurs, généralement, ce respect pour la bête qui a été tuée. Et une fois chassée et abattue, elle n'est jamais laissée à l'abandon, comme si le plaisir s'arrêtait au moment où justement elle avait tué. Il y a cette volonté ensuite de respecter l'animal abattu et d'en faire quelque chose. La viande sera utilisée, voilà, les viscères seront donnés aux chiens. Et c'est cette façon aussi de l'honorer en gardant, comme on l'a dit, ses bois. Donc quel est ce rapport de respect justement que vous avez vis-à-vis des bêtes? Mais j'allais dire simplement qu'une fois que l'animal est mort, bien sûr, il va rentrer dans un circuit de consommation, ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'on le mange nous, on le donne aux plus proches, etc., on l'offre. Et puis pour tout ce qui est les grands animaux, tout ce qui n'est pas ce que j'appelle autoconsommé, maintenant part dans des circuits qui sont extrêmement bien définis. Il y a des ateliers de vénaison, de transformation, etc., etc. Parce que le paradoxe en France, c'est que une immense partie de la viande de gibier qu'on trouve à Rungis est importée, vient de l'étranger. Alors qu'on pourrait... Ça commence à être mis en place. Il y a des ateliers de vénaison, il y en a deux qui sont assez importants. C'est l'atelier Nemrod et l'atelier ce qu'on appelle, qui s'appelle l'atelier du Loup, qui est à Salbris. Donc, qui transforme toute la venaison, qu'il a avec sous-vide, qu'il la vend, etc., etc. Et puis bon, la cuisine du gibier fait partie de l'art français. Voilà. Voilà. Et la cuisine transcendantale chère à Brière-Savarin. Voilà. Voilà. Et la façon de partager ça, oui, c'est un moment éminemment communautaire, on s'en doute. Ce qui semble gêner finalement tous ces critiques de la chasse, c'est qu'on réinstaure ce rapport de dominant-dominé, on en a donné quelques mots, et aujourd'hui il y a un malaise, donc surtout en Occident, de la part de ces gens qui se disent, bah voilà, finalement rien que le fait d'être dans ce rôle de dominant, ça fait de facto de moi quelqu'un de cruel, de barbare, de tyrannique. La chasse, ça rappelle qu'effectivement, il y a ce rapport et qu'il n'y a rien de malsain là-dedans. Oui, puis, alors effectivement, aujourd'hui, la société, notamment européenne, est traversée par ce qu'on peut appeler l'animalisme. C'est-à-dire qu'il n'y aurait... Les frontières entre l'homme et l'animal tendraient à s'effacer et qu'il n'y aurait plus. C'est une véritable révolution anthropologique qui est extrêmement grave, extrêmement dangereuse. Et je trouve que les politiques devraient s'en emparer. Le problème, c'est que l'animalisme arrive à bas bruit, tranquillement. Ça touche toutes les sphères de la société et ça touche tous les partis politiques, tous. Et les partis politiques, j'ai l'impression quelquefois qu'ils sont tétanisés
parce que est-ce qu'on peut être contre les animaux? Mais nous ne sommes absolument pas contre les animaux, mais entre nous, chacun a sa place. C'est tout. C'est tout. Donc, quand on voit, par exemple, maintenant des conseils municipaux qui ont leur maire adjoint chargé du bien-être animal, ça devient extrêmement grave. Regardez ce qui se passe à Grenoble, regardez ce qui se passe à Poitiers, regardez ce qui se passe à Lyon, etc., etc., etc. Est-ce que vous pourriez répondre à ceux qui pointent du doigt les dérives de la chasse? On a, par exemple, souvent ces, ces critiques des animaux qui restent en cage finalement quasiment toute leur vie et qui finissent par être lâchés juste dans l'objectif d'être tués. Et c'est effectivement une nuance par rapport aux bêtes qui sont totalement sauvages, qui sont nées, qui ont vécu dans les bois, et qui n'ont jamais eu cet aspect très commercial. Alors, effectivement, il y a des dérives dans la chasse, il y en a, et il y en aura toujours. Maintenant, il faut lutter contre, il faut lutter intelligemment. Euh, il faut bien distinguer l'élevage. L'élevage, notamment, c'est pour le petit gibier. C'est vrai qu'on élève. Mais maintenant, il y a de plus en plus de chasses qui font ce qu'on appelle du repeuplement. C'est-à-dire qui, entre guillemets, réintroduisent les faisans, les perdreaux, etc., avant l'ouverture de la chasse. Mm. C'est agrainé, etc. Et vous savez, je reviens à la loi immuable. Dans la nature, c'est tuer, être tué. Si l'animal passe 3 jours seul et s'en tire, il va très vite comprendre. Autrement, il sera, passez-moi l'expression, il tombera dans les serres d'une buse, d'un autour, etc. Voilà. Mm. Ils comprennent très très vite. L'instinct revient très vite à condition évidemment qu'il y ait de bonnes souches. Voilà. Par contre, normalement, je mets de côté la chasse en parc, qui est encore autre chose pour les grands animaux. Maintenant, il y a une loi qui interdit les nouveaux engrillagements et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Et autrement, tout ce qui est cervidés, sangliers, je ne parle même pas des animaux de montagne, chamois, mouflons, évidemment, c'est à l'air libre. Oui. Voilà, à l'air libre. Alors, aujourd'hui, on voit aussi, il nous reste quelques minutes, on voit aussi, Humbert Rimbaud, qu'il y a une hystérisation du sujet. Dernièrement, on voit énormément circuler sur les réseaux sociaux, par exemple, des vidéos de militants, parce que ça devient un vrai militantisme, de militants anti-chasse, qui s'introduisent sur des domaines privés, dans des forêts, qui viennent interrompre justement ces chasses, qui filment leurs participants et qui tentent de leur donner honte de ce qu'ils sont en train de faire. Alors bien évidemment, il y a la question de la liberté qui se pose, à la fois de la liberté de disposer de son image, parce qu'on vient être filmé alors qu'on n'en a pas envie. Il y a toutes ces questions d'infraction sur des terrains privés. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Parce que ça devient une véritable mode cette saison. Alors, c'est un phénomène qui existe depuis un moment déjà, Mm. ce qu'on a appelé ça fait partie de l'écoterrorisme. Notamment, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché la chasse à courre, donc la vénerie. Je veux dire que la vénerie a toujours une attitude, elle a eu toujours un temps d'avance sur le monde de la chasse en général, parce qu'elle a été le plus attaquée et depuis très longtemps. Donc, quand l'adversaire est chaud inconséquent, il faut être froid et mesuré. Et croyez-moi, pour en avoir parlé avec les veneurs, ce n'est pas facile tous les jours. Mm. Effectivement, il y a mettre une cible dans le dos des veneurs, et puis en plus, sauf si c'est une forêt domaniale, il y a une violation totale du droit de propriété. Bon, mais souvenez-vous, là ça c'est une toute petite anecdote qui est révélatrice, l'affaire du Curtis, le chien d'Elisa Pilarski, qui avait, en fait, elle a été dévorée par son chien, je dis bien dévorée, tuée. Et on a accusé, parce qu'il y avait une chasse à courre à ce moment-là, que ce soit les chiens de chasse à courre. Ça a été des mois et des mois de procédure. Donc, une grande partie de la classe médiatique est tombée, a fait le procès de la chasse à courre, alors qu'il s'est avéré que l'enquête judiciaire l'a montré, que c'était le chien de la pauvre Elisa Pilarski qui l'a tué. Mm. Voilà. Alors, si on s'attaque particulièrement à la chasse à courre, c'est parce que ces militants qui sont souvent issus de la gauche ont aussi beaucoup de mal avec tout ce qui peut rappeler un certain monde aristocratique, en tout cas très bourgeois. C'est vrai que la chasse à courre, dans l'imaginaire collectif, c'est réservé à une certaine classe de la population. Longtemps, c'était même réservé donc aux classes les plus aisées. Alors, ça a été vrai il y a quand même quelques siècles.
Ça n'est plus vrai du tout aujourd'hui, puisqu'il existe toujours ce qu'on appelle des grands équipages de cerfs. Mais enfin, c'est une ultra minorité, parce qu'il y a quand même entre 350 et 400 équipages en France qui, entre guillemets, couvrent aussi bien le chevreuil, le lièvre, le lapin, le sanglier, ce qu'on appelle les vautrées. Donc voilà, mais il y a des équipages à cheval et il y a des équipages à pied. Mm. Donc voilà. Les équipages de lièvre, la vénerie du lièvre est une des véneries les plus difficiles qui soit, parce que le lièvre est un des animaux, si on peut parler d'intelligence animale, qui est les plus intelligents qui soient. Donc c'est très sportif, très fin. Enfin, voilà. La vénerie est un art, parce que savoir mener ce qu'on appelle des chiens d'ordre pour qu'ils chassent en paquet, c'est très difficile. Très, très difficile. Est-ce que vous craignez que toute cette hystérie et ces mouvements militants finissent par influencer le droit, justement, autour de la chasse? Est-ce que ça va avoir une influence politique, selon vous? Ça l'est déjà eu plus ou moins, il ne faut pas se leurrer. La stratégie, entre guillemets, j'appelle ça ceux d'en face, ce n'est pas d'interdire la chasse. Bien sûr, il y en a qui le demandent. C'est de restreindre un peu plus tous les ans sa pratique. Voilà, c'est pour ça, par exemple, qu'ils veulent interdire la chasse le dimanche. Ouais. J'allais dire non pas pour une question de sécurité, c'est beaucoup plus tordu que ça. C'est pour une question qu'ils veulent éviter la transmission. Parce que le dimanche, on va à la chasse avec nos enfants. Et donc, on ne peut plus les chasser le dimanche, et ben on n'amènera plus nos enfants à la chasse. C'est aussi simple que ça. Oui, parce qu'il y a cet aspect très communautaire dans la chasse. Bien sûr. Ça c'est quelque chose dont on parle peut-être trop peu. C'est que il y a énormément de gens en fait, qui pratiquent ça avec les gens du village, avec leurs amis, avec leur famille. Ça recrée du lien entre les gens. Et là-dessus, c'est peut-être l'un des aspects les plus positifs de la chasse, dans une société où justement on déplore en permanence qu'il y a une perte du lien social. Bien sûr, la chasse, c'est ce qu'on appelle, la chasse est on revendique une chasse plaisir. On n'a pas honte du mot, pas honte, à condition qu'elle se fait avec dans l'éthique, etc., etc. Et vous savez, vous parlez du lien social. À la campagne, j'exagère à peine, les deux seuls liens sociaux, ce sont les enterrements et la chasse. Et ben voilà, on espère qu'il y en aura d'autres quand même, chers auditeurs. Mais en attendant, on voit bien que la chasse, du coup, a son importance là-dedans. Merci Humbert C'est moi qui vous Rambaud. remercie. Je vous rappelle aux auditeurs que vous êtes rédacteur en chef de Jour de chasse, donc ils peuvent bien évidemment se procurer en kiosque ou sur votre site internet. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de saison et puis à très bientôt. Très bientôt, merci.